Bonjour, moi c'est Emmanuel Djebaluga et je suis en compagnie de Arsène Mouyila. Bienvenue sur notre podcast Le Marketing Autrement. Est-ce que c'est juste un coup de communication ou est-ce que vraiment tu penses que cette marque est vraiment entre guillemets innocente de A à Z, elle est totalement cohérente ou pas avec cette image de marque? Ici, pas de blabla, pas de théorie difficile à mettre en place. Nous parlons concrètement de réussite marketing et nous vous dévoilons comment les mettre en pratique pour votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Innocent et nous allons voir ensemble pourquoi nous consommons leurs produits au détriment d'autres marques et aussi quelles sont les clés de leur succès. Hey Emma, qu'est-ce que tu penses de la marque Innocent? Et Arsène, donc innocent, je trouve, donc à mon avis en tant que cliente, qu'Innocent est une marque qui a un très bon storytelling parce que ça me donne envie d'acheter tout simplement. Je vois innocent, quand je prends la boisson, j'ai l'impression que je pense que c'est des ingrédients 100% naturels. J'ai envie de boire et je me dis que c'est bon et en même temps c'est sain. Donc c'est un peu ce que je pense de innocent. Et toi, Arsène? Bah moi clairement c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi Innocent de base je connaissais pas du tout. J'ai connu grâce à une pote à moi qui est vraiment elle est à fond dans tout ce qui est healthy, tout ça. Et du coup elle m'a fait connaître là-dessus. Parce à la base je suis comme tout le monde. Moi j'étais à fond Fanta, Coca, tout ça. J'en bois toujours. C'est juste que là quand elle m'a fait découvrir Innocent, elle m'a fait découvrir les smoothies avant tout. Ok. Et du coup j'ai trouvé ça très bon. Bien sûr au début les prix m'ont un peu bloqué. Mais quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça très bon et j'ai bien aimé aussi le côté un peu sympathique de la marque. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la marque, j'ai regardé un peu sur les bouteilles, voir comment c'était en fait. Et à chaque fois, il y avait le petit mot qui faisait rire, les Mhm. anecdotes, les trucs marrants, qui font que bah, inconsciemment, on s'attache à la marque, même si la marque reste chère. C'est vrai. C'est vrai. Bah moi c'est bon, pareil, un peu moins que toi. Moi j'ai pris la boisson, j'ai bien aimé, j'ai bu et j'ai jeté à la poubelle. Mais je trouve qu'en fait même au niveau de leur logo, j'ai bien aimé. Enfin ça me fait penser à une petite pomme. Enfin j'ai l'impression que ça sourit. Donc rien que par le packaging, par les couleurs, bah moi en fait j'ai bien aimé. C'est vrai que le prix, ça bloque un peu comme toi, mais au final bon, j'en achète pas souvent, mais quand j'en achète, je suis contente de l'acheter parce que je me dis, voilà, c'est cher, mais ça vaut le prix par rapport à ce que la bouteille coûte cher. Bah, du coup, bah, pour revenir un peu au prix, bah, comment tu pourrais expliquer le fait que bah, Innocent, c'est plus cher que d'autres boissons que tu peux retrouver à 1 euro par exemple? Mais pourtant, ils arrivent quand même à avoir une bonne clientèle et une clientèle assez fidèle, comme moi par exemple. Alors que d'autres marques plus chères, qui se prétendent bah, avec un meilleur goût, Mhm. n'arrivent pas à fidéliser des clients qui préfèrent bien évidemment le moins cher, comme beaucoup d'entre nous. Plus cher, comme quelle marque? Voilà, Ah, on va prendre un exemple très simple. mhm, On va prendre l'exemple bah, tiens, des chocolats. Milka, on va prendre le cas de Milka. mhm. Milka, c'est un chocolat qui est très bon, mais qui reste plus cher que d'autres chocolats qu'on va retrouver au supermarché. Chez Leclerc, chez Carrefour, peu importe. On va trouver des chocolats moins bons, enfin, moins chers, mais pourtant qui font l'affaire niveau goût. Mais pourtant, on va aller diriger vers Milka parce que, je ne sais pas, ils ont réussi à créer un truc qui font que, bah, de une, on reconnaît facilement la marque de par la couleur, et de deux, bah, inconsciemment, on se dit que Milka, c'est plus bon que d'autres chocolats. Ce Ok. qui est pas forcément vrai. Et de l'autre côté, quand tu prends des chocolats, par exemple, des chocolats d'origine faits par les fabricants locaux, qui disent justement que le chocolat est le meilleur goût, mais du coup qui est également plus cher que d'autres, ils n'arrivent pas justement à fidéliser les clients alors que c'est la même problématique que Milka. Alors que Milka a réussi ça et pas Les autres. les fournisseurs locaux. Hmm. Bonne question. Après, je pense que, comme on l'a dit, en fait, tout est une question de packaging. C'est une question de packaging et de couleur, de logo, en fait, du storytelling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois un rayon, je connaissais pas Innocent, moi je l'ai connu comme ça. J'arrive, je vois une marque qui s'appelle Innocent. Je vois une marque qui me dit, enfin, rien qu'en regardant, j'ai même pas besoin de lire. Pour moi, j'ai l'impression que les produits, ils sont déjà 100% naturels. Donc en fait, je vais prendre ça, je vais me baser sur ça pour prendre le produit. En fait, on se rend compte que même si bah, on a fait des études, je connais un peu, tu sais, tout ce qui est voilà, le packaging, s'il est plus joli, enfin les clients ont tendance à se diriger vers le produit qui a le meilleur packaging. En vrai, c'est vrai parce que instinctivement, pardon,
je vais me retrouver. Si je ne sais pas lequel produit prendre, je vais regarder, ok, lequel, en fait, visuellement, lequel me parle le mieux. Et directement, je vais prendre, en tout cas, c'était le cas pour moi, innocent. J'ai pris innocent. J'ai vu un peu le smiley innocent. En plus, ça m'a rassuré. Je me suis sentie moins coupable de ce que je mangeais. Et du coup, c'est un peu pour répondre à ta question par rapport à pourquoi ce produit et pas un autre. Donc au final, est-ce qu'aujourd'hui je vais me considérer comme une cliente fidèle? Je ne sais pas si je vais appeler ça comme fidèle. Je sais que je vais consommer du innocent à défaut des fois d'autres smoothies. Mais oui, voilà, j'ai bien aimé le packaging, le storytelling. Et en fait, au final, je pense que quand on prend une boisson comme innocent, si on est intéressé par tout ce qui est produits naturels, etc., naturellement, on va un peu se renseigner par rapport à la marque. Et du coup, quand en fait on regarde maintenant leur début, comment ils ont commencé, je pense que ça va encore plus nous fidéliser. D'accord, parce que du coup, selon toi, la première chose qui va faire qu'on va se diriger vers Innocent quand on connaît pas du tout la marque, c'est surtout de une, le packaging, et après, c'est le nom un peu, entre guillemets, innocent, qui est rassurant, de par le logo également, qui est un smiley avec une auréole. Les deux font en sorte que la marque devienne vraiment rassurante et elle donne envie de la consommer tout simplement. Et du coup, si on va un peu plus loin, on va dire que tout ça, c'est compris dans une stratégie de storytelling. Mais, selon toi, est-ce que tu penses que justement, dans ce storytelling-là, tout est fait, enfin, comment dire? Comment penses-tu que le storytelling a été fait? Est-ce que tu penses que le storytelling a été fait pour que la marque soit vue surtout par des personnes qui sont directement concernées par tout ce qui est healthy, ou bien la marque veut tout simplement juste être vue de manière sympathique, attirer n'importe quel client? Est-ce que tu penses que c'est vraiment segmenté par client, ou la marque veut attirer tout type de client tant que- tant qu'elle est vue comme sympathique, au même titre que Oasis, Fanta, n'importe quoi? Très bonne question. En fait, je pense que ce qui est bien avec Innocent, c'est que en même temps, ça va attirer du coup les consommateurs qui sont comme ton ami qui t'a parlé d'Innocent, qui sont dans tout ce qui est healthy, les boissons, les smoothies, etc., 100% naturel. Mais ça va aussi rassurer les clients comme moi qui vont pas forcément, qui vont manger des Kinder Bueno, qui vont boire du Coca, du Fanta, etc. Et je pense que ça va nous rassurer rien que par le nom, Innocent. Dès qu'on se voit ça, en fait, on se rassure, on se dit, ok, peut-être que j'ai mangé un gros sandwich, un gros McDo, mais en fait, avec ma boisson, à défaut de prendre du Coca, à défaut de prendre de l'Oasis, je veux prendre une boisson plus saine. Donc, je pense que c'est ça qui est bien dans leur storytelling, parce qu'en fait, c'est pour les deux. Ça nous dit, tu sais, enfin, entre guillemets, moi, je le prends comme ça. T'es innocente, sois pas coupable, t'as bu ta boisson, c'est bon, dans ma tête, hein, j'ai mes 5 fruits et légumes de la journée. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Et toi? Moi, je pense que c'est à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire que eux, vraiment, eux, je pense surtout, ce qu'ils veulent, c'est d'être perçus comme une marque, bah, une marque, comment dire, une marque qui est bienveillante, qui fait en sorte que les personnes, on va reprendre le slogan de McDo, venez comme vous êtes. C'est-à-dire que la marque veut vraiment être vue comme agréable. C'est-à-dire que peu importe ce que nous, on préfère, ASP ou pas ASP, c'est vraiment, en buvant innocent, on se dit, comme tu as dit, une petite part d'innocence revient en nous, on va dire. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. Et après, autre chose, est-ce que tu penses vraiment que cette partie-là d'innocent, est-ce que c'est juste un coup de communication ou est-ce que vraiment tu penses que cette marque est vraiment entre guillemets innocente de A à Z, elle est totalement cohérente ou pas avec cette image de marque? Hmm. Donc, est-ce que la marque est cohérente avec son image de marque? D'après ce que je sais, oui. Enfin, quand on regarde, comme tu vois, toi, tu as pris ta boisson, tu as regardé, j'ai un peu fait des recherches sur Internet. Voilà, les ingrédients sont censés être 100% naturels. Après, c'est vrai que sur Innocent, j'avais entendu parler il y a en fait une petite controverse par rapport au fait que ils se qualifient comme innocents, comme avoir des produits, comme détenir des produits 100% naturels dans leur boisson. Mais au final, ils ont été achetés par Coca, si je me trompe pas. Et Coca-Cola, ils sont pas innocents, mais du tout, du tout, du tout. Donc en fait, là, il y a, c'est incohérent. Ça a vraiment, enfin, pas de sens, mais ça a pas de sens, mais c'est pas su du grand public.
c'est pas forcément su en fait. Donc faut vraiment, ils vont pas le mettre sur leur site internet. Faut vraiment faire des recherches poussées pour savoir que voilà, Coca a acheté Innocent. Donc si on va sur leur site internet, on va voir voilà Innocent et le recyclage, les éthiques, leur association Petit Bonnet Bonnes Actions. À aucun moment, et du coup c'est un peu légitime de leur part, ils vont mettre Coca-Cola. Ou sinon ils vont le mettre en très petit, du moins je l'ai pas encore vu, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont prôner et qu'ils vont mettre en valeur. Alors que si tu avais une marque, je veux dire une marque lambda de boissons gazeuses qui se faisait racheter par Coca-Cola, directement, t'allais voir sur son site internet, en partenaire avec Coca-Cola, un partenariat, pardon, avec Coca-Cola, mais là, c'est pas le cas parce qu'ils savent très bien que par rapport à leur éthique et par rapport à ce qu'ils prônent, c'est Coca-Cola et Innocent, c'est deux boissons différentes et qui vont à l'opposé, mais total, quoi. Ah bah oui, clairement, bah là-dessus, je te rejoins. Après, je pense que le fait de ne pas mettre Coca-Cola dans leur stratégie ou bien dans leur communication, c'est vraiment bien pensé pour éviter de casser toute la cohérence. Par exemple, là, tu as parlé du fait que Innocent, dans toute leur communication, ils sont alignés. Tu as raison, parce que, par exemple, avec tout ce dans quoi ils sont engagés, comme Petit Bonnet, Bonnes Actions, etc., ils font tout pour avoir une certaine cohérence dans leur communication. J'ai vu ce qu'ils avaient fait, ils ont même fait une petite boîte, une boîte à compliments. Un truc comme ça, on se dirait, bah, à quoi ça sert? Bah, ça sert juste à avoir encore plus cette image de marque, marque agréable, marque sympathique, marque qui fait sourire, un peu comme Carambar. Et je pense, ce côté-là de Coca-Cola, ils le savent que c'est négatif, mais je pense de l'autre côté, ils essaient vraiment de se différencier, de se dissocier de Coca-Cola en se disant, ok, Coca-Cola nous a racheté, mais nous, on fait bond à part pour pouvoir justement ne pas être vu comme bah, Coca-Cola, la malbouffe, on va dire, et tout ça. Mais moi, je soulignerais un autre point un peu limite en termes de cohérence. Innocent, selon nous, c'est une marque vraiment qui est bonne pour la santé, on va dire, entre guillemets. Le problème, c'est quand on le passe sur Yuka, Innocent, je crois que c'est en orange hein, ou en rouge, c'est pas du vert vert. Et je pense, ça, ils ont dû le remarquer aussi à l'arrivée de Yuka, et je pense qu'ils doivent travailler là-dessus. Ouais. T'as raison, et surtout que nous, en tant que consommateur lambda, des fois, t'as une marque, parce que je pense, hein, je suis pas très sûre, mais des fois, les fruits, on nous dit que voilà, il faut manger 5 fruits et légumes, mais il y a certaines personnes, on dit ce point que certains fruits font grossir. Du coup, en fait, nous, à partir du moment où on voit orange et rouge, on se pose même, enfin, pour moi, je vais voir, mais en fait, je vais me dire, mais en fait, non, en fait, ils m'ont pris pour une tomate, en fait. Les produits sont pas 100% naturels, alors que peut-être que certes, Yuka a déclaré la boisson comme orange et rouge, mais ça n'enlève en rien le fait que les produits soient 100% naturels. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils fassent peut-être attention à ça, ou faut qu'ils fassent une communication par rapport à ça. Parce que ça, c'est très, très important. Mais là, tout à l'heure, tu nous as parlé de petits bonnets et bonnes actions. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que c'est du coup? Bah après, ce qu'ils ont fait là, Innocent, et que je trouve que c'est très bien joué, c'est que Innocent, se sont alliés avec une association qui est Petit Bonnet Bonnes Actions. Ok. Je pourrais pas te dire exactement ce que fait l'association pour les personnes âgées. Non, voilà, c'est pas pour les personnes âgées, c'est pour les personnes isolées. D'accord. C'est-à-dire en fait, à chaque fois que quelqu'un achète une boisson Innocent sponsorisée par Petit Bonnet Bonnes Actions, c'est une rémunération qui est envoyée à l'association pour lutter contre l'isolement des personnes âgées ou des personnes, tout simplement seules ou sans famille au quotidien. D'accord. Donc vraiment, je trouve que c'est bien joué et ça peut concerner tout le monde en fait, lié à l'isolement. C'est pour ça, je trouve, en termes de cohérence, ça a été très fort là pour le coup. Ok. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent par période les boissons innocents avec des petits bonnets. Donc j'en ai déjà acheté une, mais voilà, c'est vrai que. C'est ça. Et en plus, ce qui est encore plus fort, c'est que généralement, ces petits bonnets-là sont cousus par des personnes, soit d'associations, soit en lien avec l'association, des personnes isolées parfois. D'accord. Tout est vraiment lié pour que la stratégie soit le plus impactant possible. Mais moi, je trouve ce qui est plus fort encore avec Innocent, c'est pour ça, des fois, en fait, on se dit que la marque, elle s'est pas créée comme ça, en fait. C'est une marque, même si, voilà, enfin, elle fait un peu marque spontanée, marque innocente, même par rapport à leur discours, très familier, mais en même temps très respectueux, très poli, ils font plein de blagues.
Moi, vraiment, ce qui m'a étonné quand j'ai fait un peu de recherche sur Innocent, c'est comment ils ont commencé. Comment ils ont commencé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient juste trois garçons. Ils ont acheté 100 kilos de fruits. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un panneau. Ils ont fait un panneau. Là, il y avait marqué devons-nous quitter nos jobs pour lancer des boissons saines? Et en fait, il y avait deux poubelles. Donc, une poubelle qui voulait dire oui et une poubelle qui voulait dire non. Donc, du coup, rien qu'en faisant ça, c'est fou parce qu'en fait, il faut réfléchir à ça et ça incitait les gens à jeter à la poubelle. Déjà, premièrement, au lieu de jeter par terre. Et du coup, ce qui veut dire que depuis le début, ils savaient en fait, ils savaient déjà dans quelle direction ils voulaient aller. Rien que par rapport à comment ils ont commencé. Donc, au final, bref, à la fin, ils ont eu, la poubelle, lui, était pleine. Donc, du coup, ils devaient quitter leur job pour faire des boissons saines. Et ils expliquent que c'est comme ça un peu que leur histoire a commencé. Voilà, moi, ça, j'ai trouvé ça fou, même si, bon, faut bien le savoir, c'est quelque chose qui a été peut-être travaillé, étudié, mais rien que par l'idée, je trouve que ça, c'est en cohérence avec la marque Innocent. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve que c'est ouf, quoi. Je trouve que, pareil, je trouve que c'est très fort en termes de storytelling. Je trouve que c'est travaillé également. Mm. Après, je sais pas si dès le départ, ils savaient déjà que tu utiliser cet élément en termes de storytelling. Je pense qu'ils ont peut-être réfléchi à ça un peu plus tard dans le lancement. Mais je pense que dès le départ, ils avaient déjà cette envie-là d'être proche des clients, d'être proche justement des consommateurs. Ça, on peut le revoir directement dans tout ce qui est communication. On prend leur bouteille, on prend leur communication sur les réseaux sociaux, n'importe où. À chaque fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en scène des choses de notre quotidien, en fait. Peu importe qui nous sommes, c'est des choses, des événements qu'on peut rencontrer au travail, tous les jours en famille, des choses qui peuvent vraiment toucher tout le monde, c'est universel. Et ce qui fait qu'il arrive à toucher vraiment toutes sortes de consommateurs et qu'on arrive à s'attacher à eux. C'est un peu le même principe que, bah, je reviens encore sur le black caramba. C'est des blagues on sait très bien que c'est pas des blagues hyper drôles, mais c'est des blagues, tu vois, c'est pas drôle leurs blagues, mais c'est des blagues Ouais, qui font sourire ouais, et qui, à force, ça devient la marque de famille. ouais. On sait que c'est pas drôle, mais on les aime bien, ça reste là et on s'attache à la marque. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas un carambar sans blague. Si j'ai un carambar, j'ai pas de blague, je vais me dire, mais c'est un faux, c'est bizarre un peu. Ah, c'est exactement la même chose. Après, comment dire? Com- comment dire? Admettons, là, il y a Innocent qui s'est basé vraiment à fond sur le storytelling pour avoir cette place-là et se démarquer de la concurrence, alors qu'il y avait déjà beaucoup de concurrents bien établis. Est-ce que tu penses que, justement, ce storytelling-là, le fait d'être à chaque fois à 100% dans le storytelling, comme Innocent ou comme l'a fait Michel Augustin à l'époque, est-ce que tu penses que c'est une stratégie obligatoire, entre guillemets, en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme concurrence? On reste bien sûr dans la boisson. Après, il y a des secteurs moins concurrentiels, mais admettons dans un secteur très concurrentiel, est-ce que tu penses qu'il y a meilleure stratégie que le storytelling et la différenciation par l'image de marque? Moi, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure stratégie possible, le storytelling. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, les gens ont besoin de rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Euh, Peut-être qu'ils ont commencé comme ça, mais peut-être qu'ils ont commencé un an avant d'une façon différente, et ça, ils l'ont rajouté dans leur storytelling. Ou peut-être que, en fait, peut-être que ça s'est même pas vraiment passé comme ça, en fait. Mais rien qu'en lisant ça, tu te dis, ah ouais, c'est une bonne idée, ils ont commencé. C'est comme, tu sais, la plupart des marques qui te disent, je sais qu'il y a Amazon, il était dans un petit bureau. En fait, ça donne du rêve aux gens et les gens s'identifient à eux. Ils se disent, ah ouais, moi aussi, je suis enfin, voilà, j'ai commencé bas, mais un jour, je vais finir par y arriver comme le créateur d'Amazon. Et en fait, je pense que, avec le storytelling, c'est, euh, c'est la manière la plus facile de se différencier, en fait. Parce qu'on a juste à raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est facile. On n'a pas forcément besoin d'investir des millions d'euros dans la publicité. Par exemple, Michel Augustin, t'en as parlé, ils n'ont pas fait de publicité. Eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu, enfin, des événements, mais ils n'ont pas utilisé les médias. Ils ont fait des événements de eux-mêmes, du bouche à oreille. En fait, ça s'est relayé. Et en fait, tout ça là, ils ont créé une image de marque, rien qu'en faisant ça. Et je pense que c'est un peu pareil avec Innocent. Et je recommande ça en tout cas pour chaque personne, s'ils sont auto-entrepreneurs ou qu'ils ont une entreprise. En fait, c'est quelle histoire vous racontez. Ça veut dire que ça peut être le même produit qu'un autre concurrent, mais au final, il faut vous différencier d'une manière. Et la meilleure manière de se différencier, à mes yeux, c'est le storytelling en fait. Quelle histoire vous allez raconter.
Bah, je pense que là-dessus, tu as totalement raison. C'est vraiment à partir du moment où il y a beaucoup de concurrence, ou même pas besoin, même s'il n'y a pas de concurrence, le fait d'avoir un storytelling fort, Mhm. bah, une histoire, une image de marque forte, ça permet justement de fidéliser la clientèle Mhm. et ça permet justement bah, d'asseoir son positionnement. Parce que même si on est seul sur le marché au début, à un moment donné, les concurrents vont arriver de plus en plus et ils auront forcément soit une nouveauté, soit ils seront moins chers. Donc la seule chose qui va faire retenir un client vers nous, ça sera sûrement bah, notre image de marque, bah, la personnalité de la marque, on va dire. C'est ça. Mais après, un truc sur lequel je mettrai en garde toute personne qui Mhm. voudrait se lancer dans le storytelling, Mhm. c'est de ne pas résumer le storytelling à juste une page à propos, écrite juste, bah, nous, on a commencé comme ça, on a fait comme ça. À propos de... Voilà, à propos d'eux. Alors que, non, pas du tout. Le storytelling, c'est beaucoup plus loin que ça. Là, on prend le cas d'Innocent. Eux, leur storytelling, ça commence même dès le logo, dès le nom. Leur storytelling du côté innocent, du côté proche du client et bah, bon pour la santé. Juste en voyant le logo, un émoticône et un auréole, Mhm. ça suffit déjà à décrire le storytelling. Donc je pense, quand on commence à vouloir créer un storytelling, faut voir plus global que juste un petit texte qu'on va balancer à droite, à gauche. Bah tiens, en parlant de ça, toi, si tu devrais créer un storytelling tout de suite et que tu lançais une marque, Mhm. comment tu le ferais? Tu commencerais par quoi, par exemple? Bah, comme tu as dit, je trouve que le texte, c'est important. L'histoire qu'on va raconter, c'est un peu c'est notre trame. Mais au final, bah, juste par exemple, pour montrer sur le cas d'Innocent, vous allez sur leur site internet, vous voyez rien que la police qu'ils ont choisie. La police qu'ils ont choisie, ils l'ont pas choisie comme ça anodinement. La police, c'est parce qu'en fait, c'est un peu incohérence avec le discours qui est assez familier. Enfin, ça nous fait un peu penser, je sais pas exactement c'est quelle police, mais à la police comics en MS. Tu sais, c'est un peu arrondi, un peu ça fait un peu, voilà, un peu jeune, un peu à la main. En fait, il faut penser à tout, au site internet, à quel discours on veut avoir, comment on répond à nos clients, est-ce qu'on les tutoie, est-ce qu'on les vouvoie. En fait, tout ça, le packaging, qu'est-ce qu'il y aura sur notre packaging, est-ce qu'on fait des blagues, est-ce qu'on fait pas des blagues. En fait, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que même si on entend storytelling, il faut quand même en tout cas, si vous comptez lancer votre marque ou si vous avez déjà votre marque ou une entreprise, il faut quand même rester vrai avec qui vous êtes. Faut pas raconter, enfin, en tout cas, il faut essayer de rester le plus naturel possible. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en tout cas essayer d'écarter ou d'éviter le mensonge qui ne résume pas du tout qui on est vraiment et ce qu'on a fait et pourquoi justement on a voulu créer ou lancer le business voilà, qu'on veut. Ah bah clairement, bah là-dessus, tu as souligné un très bon point, c'est surtout le pourquoi bah, du business. C'est-à-dire qu'il y a, bah, il y a un livre écrit par Simon Sinek, c'est commencer par le pourquoi. C'est-à-dire que dans le livre, il explique que bah, peu importe le business dans lequel on se lance, c'est toujours bah, le pourquoi en fait du business. C'est-à-dire à partir du moment où on arrive bien à cerner la raison pour laquelle on se lance, c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir un storytelling bien compris, on va pouvoir s'adresser aux bonnes personnes, on va pouvoir avoir justement un produit fini et qui va intéresser les clients. Je pense vraiment à partir du moment où on a vraiment le pourquoi, la raison d'être, là on peut aller beaucoup plus loin. Mais tiens, pour mettre en contradiction ce qu'on est en train de dire, est-ce que tu penses que justement il y a des limites à ça, à l'image de marque, au storytelling, ou est-ce que tu penses juste avec le storytelling on peut avoir la réussite bah, de Michel Augustin quoi, ou de d'Innocent? Il y a des limites à ça ou pas? Bah, après, je pense qu'on fait un storytelling, certes, mais il faut que le storytelling aussi se ressente sur le produit. Si tu as un bon storytelling, mais au final, ton produit, il est zéro, je suis désolée, mais au final, ça servira strictement à rien. En fait, il faut que tout suive. Donc, tu as un storytelling, tu dis que voilà, tes produits sont 100% naturels, il faut que tes produits faut que tes produits soient, ils peuvent être 100% naturels. Si c'est pas bon, franchement, ça sert à rien. Innocent, leurs produits, ils sont bons. Ils ont, enfin, les mélanges qu'ils font avec les fruits, bah, c'est bon, en fait. C'est pour ça que les gens le prennent. Si c'était pas bon, bah, bravo le storytelling, mais non, en fait. Donc voilà, moi, je pense que faut vraiment que tout suive. Sinon, au final, bah, ça servira à rien. Donc, si vous avez peut-être un bon produit, mais au final, le storytelling n'est pas forcément, voilà, top, top, bah, ça aura aussi des répercussions. C'est-à-dire que peut-être on prendra un autre produit, bah, tu parlais des chocolats, voilà, on ira naturellement vers les 1000K plutôt que votre produit, et ça s'expliquera, voilà, peut-être pas de storytelling, mais au final, en termes de qualité, vos produits sont similaires. Euh, donc voilà, c'est un peu ma pensée. Bah, du coup, là-dessus, je te rejoins à 100% par rapport
au storytelling et au produit, il faut que le produit suive. Après, je pense aussi que les deux sont liés, c'est-à-dire par exemple, on va reprendre le cas d'Innocent. Je pense pas qu'Innocent ait le meilleur goût en termes de boisson, mais je pense que inconsciemment, à force d'avoir vu la boisson, la marque positivement, inconsciemment, on commence à imaginer que la marque a un meilleur goût que d'autres marques. Si on prend le cas, justement, il y avait une expérience qui a été menée sur Pepsi et Coca. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Coca était meilleur que Pepsi en termes de goût. On a mis toutes les personnes qui disaient ça dans une pièce, les personnes pro Coca et contre Pepsi. On leur a bondé les yeux, on leur a fait goûter du Coca et du Pepsi. 100% des personnes qui ont bu du Pepsi à la place du Coca ont trouvé le Pepsi meilleur, Meilleur. mais on leur avait pas dit que c'était du Pepsi du Coca. On leur a juste goûté, est-ce que vous préférez lequel? Ils ont tous choisi le Pepsi. Mais quand on leur débonde les yeux, inconsciemment, d'eux qui a l'image de marque qui vient, ça vient même altérer le goût. C'est pour dire à quel point ça peut aller loin l'image de marque, mais il y a toujours je pense qu'il y a quand même des limites à ça. C'est-à-dire, faut pas non plus que le goût soit dégueulasse, si je puis me permettre. Il y a des limites à tout. Mais du coup, pour revenir à Innocent. Ce serait dommage, t'imagines, t'as investi ton temps, ton énergie pour un bon storytelling, au final, le produit, il est... Non, ça, c'est un gros non. Du coup, c'est ça. Mais après, là, si on revient sur Innocent et pour résumer un peu, la réussite de leur marque et de leur storytelling, je dirais que c'est surtout par rapport à la cohérence dans le discours et après tout, et surtout dans la compréhension de ce qu'ils veulent transmettre aux clients. C'est vraiment eux, ils veulent transmettre ils veulent être vus comme une marque agréable, une marque proche du client, éco-responsable, et ils ont réussi à avoir une cohérence du logo jusqu'à la communication finale. Et je trouve que c'est ça qui fait leur réussite. Après, juste pour conclure un peu notre discussion, est-ce que tu penses qu'ils ont encore des choses à améliorer dans leur communication ou tu penses déjà ils sont déjà au top là? En fait, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Après, c'est vrai que je sais pas si tu as déjà vu des pubs d'Innocent. C'est vrai que je les. Bon, après, est-ce que ce sera en cohérence avec leur image? Mais je pense qu'ils peuvent encore toucher plus de personnes. Après, je trouve que là, déjà, ce qu'ils ont fait pour une marque, telle surtout comment ils ont commencé. Après, c'est vrai qu'ils ont été rachetés par Coca, donc maintenant, ils ont un peu plus de moyens, etc. au niveau de la communication et au niveau d'autres choses aussi. Mais je trouve que déjà, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Toi, Arsène. Moi, ce que je voudrais pas rajouter d'autres choses, j'aurais juste une question. Moi, j'ai déjà mon avis là-dessus, mais je voudrais savoir ton avis aussi. Est-ce que tu penses qu'une marque peut réussir sans avoir de storytelling ou bien d'image de marque fort et compris par tout le monde, on va dire? Une marque peut réussir sans storytelling, je pense. T'as un exemple de marque? Un exemple de marque qui réussit sans storytelling. En fait, je pense qu'il y a tu sais, les produits qu'on utilise, par exemple, de tous les jours, un stylo, ou c'est des marques qui ont réussi, hein, mais elles n'ont pas de storytelling. Oh, le stylo qui écrit de quoi? Justement, là-dessus, on prend l'exemple du stylo ou du cahier. Après, si on prend l'exemple du stylo et du cahier, on va prendre l'exemple. Je suis obligé, c'est le nom de la marque. Non, c'est une marque connue de cahier. J'ai oublié le nom de la marque de cahier, mais du coup c'est une marque marque de cahier connue, et eux ils ont mis un storytelling clairement sur leur cahier. Le storytelling, j'ai vu des publicités, en gros ils vont pour vendre leur cahier, ce qu'ils faisaient, ils prenaient les personnes en train d'écrire sur le cahier. Par exemple, une personne est en train d'écrire sur le cahier, un dragon crache du feu, et dans la publicité ils faisaient apparaître un dragon qui crachait du feu. Ils faisaient le message qu'ils voulaient transmettre, c'est qu'en écrivant on peut donner vie à notre imagination. Ouais. Et je me dis, mais c'est fort, c'est juste un cahier, je prends un bout de papier, je peux faire la même chose. Mais non, ils ont réussi à me faire comprendre que, en utilisant ce cahier-là, je peux commencer à mettre en scène, ma volonté et ce que je voudrais faire. Et c'est pour ça que je dis que même pour ça, il y a quand même du storytelling. Il y a quand même du storytelling. Après, je pense qu'il y a une différence entre être leader et réussir. Donc, c'est-à-dire, à partir de si tu arrives à vendre tous tes cahiers ou tu réussis quand même, t'as pas forcément le meilleur storytelling, tu peux quand même t'améliorer si tu veux avec un bon storytelling, mais pour moi en fait tu peux réussir, mais sache que d'autres marques vont venir et vont prendre ta place, mais tu peux réussir. Donc c'était le cahier comme Oxford. Oxford c'est une bonne marque.
Mais après, je veux dire, il y a d'autres cahiers où ils n'ont pas forcément de storytelling de fou. Moi, quand j'achète mon stylo. Quand j'achète, voilà, je regarde pas forcément, j'achète, puis c'est tout. Mais je veux dire que la marque est réussie, en fait. Mais c'est juste que tu peux réussir, mais en fait, gare à toi. Gare aux nouveaux arrivants, en fait. Ok, bah, là, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour te rejoindre et voir un peu l'ensemble, je pense que tu as raison. On peut faire des ventes, on peut réussir Mhm. sans image de marque forte. Par exemple, là, la marque dont je te parlais, c'était Oxford. Mhm. Mais la seule différence qu'il va avoir entre une marque de cahier qui est Oxford et une autre, ça va être juste que bah, les personnes qui auront consommé du Oxford seront plus attachées sur Oxford et seront plus à même de rester chez Oxford, même s'il y a 36 000 autres cahiers dans le rayon. Alors qu'une personne qui va prendre un cahier lambda, peu importe le magasin dans lequel il est, peu importe le modèle qu'il y a, il pourra plus facilement changer de cahier et être plus volatile en termes de clientèle. C'est ça, exactement. Après, je pense qu'en fait, tout dépend de la stratégie que votre entreprise va amener. Si tu veux amener une stratégie avec, bah, par exemple, aujourd'hui, on peut se demander pourquoi, voilà, Innocent, pourquoi ils sont chers. Mais en fait, c'est le storytelling aussi qui fait que, bah, aujourd'hui, même si en vrai, je sais pas, hein, si en vrai le packaging plus ce qu'il y a à l'intérieur, même si ça vaut un euro, ils le vendront jamais à un euro. Parce qu'en fait, le storytelling fait que non, la bouteille vaut 4 euros en fait. Donc après, tout dépend je pense que la notion de réussite est subjective à quelle stratégie vous avez amené vous avez mis en place dans l'entreprise et où est-ce que vous voulez aller. Mm. Donc si vous voulez vendre des cahiers, 100 cahiers moins chers sans storytelling, au final, bah, peut-être que vous avez réussi, pour d'autres, vous n'avez pas forcément réussi, donc tout dépendra, je pense. D'accord. Bah, du coup, pour conclure un peu l'épisode par rapport à Innocent, si une personne se lançait dans le storytelling là aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais avant de commencer à écrire ou à mettre en place la stratégie? Un conseil important. Un conseil important, la question, bah, comme on l'a dit, c'est vraiment pourquoi tu fais pourquoi tu es en train de faire ce que tu peux faire. Pourquoi tu veux faire. Et si tu arrives à bien répondre à cette question du pourquoi, par exemple, voilà, je vais aider telle personne à faire ça, mais vraiment pas une question, je veux faire ça parce que c'est vraiment détaillé, quel est le besoin, quelle est la problématique, qu'est-ce que toi, tu peux amener. Et je pense que déjà, rien qu'en répondant à cette question, ça va pouvoir, enfin, je pense que c'est la base de tout storytelling, en fait. Pourquoi on fait ça, en fait? C'est parce qu'il y a une problématique. Quelle est la problématique? Et en fait, c'est comme ça qu'on va un peu plus loin et qu'on arrivera à construire, au moins à se baser sur ça pour construire un bon storytelling. Moi, je ne sais pas si toi, peut-être un autre conseil sur quel serait le conseil pour toi pour créer un storytelling digne, par exemple, de celui d'Innocent. Bah, moi, je te rejoins à 100%. Ça serait vraiment Ah, Marcel. moi, ça serait vraiment le pourquoi avant tout. Et après, surtout, la cohérence. Parce que beaucoup de marques se lancent dans du storytelling en prenant A et en regardant leur communication, on voit qu'en fait, ils sont en train de dire B et ça arrive très fréquemment. Et même si dans toute la communication, tout est cohérent, si à un moment donné, au bout de quelques années, une erreur est faite, ça peut suffire à casser tout ce qui a été fait auparavant. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut pas suivre, même si on voit que voilà, tout ce qui est maintenant, on voit beaucoup de marques écologiques, éco-responsables, etc. C'est-à-dire qu'au final, moi, aujourd'hui, si je veux créer je dis une marque de vêtements, je sais que moi, dans mon mode de vie, je ne suis pas quelqu'un qui fait, voilà, qui fait aujourd'hui, je ne fais pas forcément attention à tout ce qui est écologie. Donc, moi, créer cette marque de vêtements, en fait, ce serait incohérent, sauf si je change mon mode de vie. Mais si je ne le change pas, bah, en fait, comme il a dit, en fait, tout ce que peut-être j'ai pu bâtir, un jour, on va s'intéresser un peu plus à moi et à ma marque, et on va se dire, mais en fait, voilà, elle nous a pris pour des oignons, quoi. En fait, bah, rien ne va, en fait, parce que faut vraiment que ça suive. Et aujourd'hui, je pense que si on voit, moi, avec les fondateurs d'Innocent, on va voir normalement, on est censé voir que au niveau de leur alimentation, ils sont pas obligés d'être véganes, mais je veux dire que bah, ça va suivre, enfin, voilà, ils vont pas prôner tout ce qui est boissons gazeuses, etc., etc. En fait, ça doit suivre, sinon, en fait, ça va pas le faire. Ah bah clairement, là au moins on est d'accord. Bon, du coup, j'espère que l'épisode du jour vous a plu et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le nouvel épisode. À bientôt!